Corps à corps, corps à corps. Mais non, mais c'est moi qui suis bête. J'ai oublié François Coq qui est là. En plus, on va le recevoir tout de suite, François Coq, dans notre coup de tocsin. François Coq, qu'on retrouve dans le coup de tocsin. Le coup de tocsin. Pardonnez-moi, François Coq. En plus, je vous ai vu et je me suis trompée dans ma petite rubrique, mais c'est lundi matin pour moi aussi. Bonjour à vous. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors aujourd'hui, vous souhaitez revenir sur cette semaine d'après le budget. Finalement, vous nous dites tout ça pour ça. Oui, on va essayer de balayer la séquence en commençant par ce qui s'est passé la semaine dernière et puis on va arriver à ce qu'on a vu, à ce qu'on a vu cette semaine, à ce qu'on va avoir sous les yeux. Peut-être d'abord quand même commencer effectivement par votre question, par le budget et cette pseudo-censure qui a eu lieu. Il y avait eu beaucoup de teasing, vous aviez vu, pour nous faire monter la sauce et la mayonnaise là-dessus. Il y avait eu un récit médiatico-politique qui essayait de nous expliquer qu'on allait voir ce qu'on allait voir avec le budget, qu'il y avait Oui. une menace extrêmement réelle. Est-ce que les socialistes allaient censurer le gouvernement? Est-ce que derrière le Rassemblement national allait censurer le gouvernement sur le budget? Et finalement, oh, il n'y avait pas vraiment d'enjeu, parce qu'on savait dès la nomination de M. Bayrou que d'un côté les socialistes avaient dit qu'ils ne censureraient pas avec automaticité, qu'il n'y aurait pas de censure tout de suite, et le Rassemblement national avait dit la même chose. Et donc ce récit médiatico-politique a quand même avait ses raisons propres. La première d'entre elles, bon, bien sûr, c'est que les médias dominants ont besoin de vendre du temps de cerveau disponible. Là, il y a rien de nouveau, mais tout ça leur a servi à amuser la galerie pendant plusieurs semaines. Mais les médias ont aussi construit l'image de M. Bayrou pour la suite. C'est-à-dire que, ce faisant, ils ont donné à voir au lendemain de cette censure qui n'avait finalement aucun risque d'advenir, le fait que ça aurait été M. Bayrou qui aurait remporté une grande victoire politique en n'étant pas censuré. Et d'ailleurs, écoutez les termes qu'ils ont employés. Ils ont tous commencé à nous dire que c'était le début du commencement de quelque chose. Et donc, ils se projettent et finalement, ils essaient de nous faire avaler, avec cette censure qui n'a pas eu lieu, la fable de la démocratie minoritaire, tout simplement. Le fait Oui. que la démocratie minoritaire en tant que telle pourrait continuer et serait en mode de gouvernance acceptable. Alors, Et oui. puis, il y a ce qui s'est passé du côté des partis politiques. Parce que les Hmm. partis politiques, eux, à l'occasion de cette pseudo-censure, ben, finalement, ils ont voulu nous faire croire que la menace était aussi puissante que l'action. À force de menacer, ils se sont dit, ben voilà, on va montrer aux gens que la menace suffit à faire évoluer les choses en politique. Sauf que tout ça a fait pchit, puisque au final, il n'y a pas eu de censure qui a été déposée, et qu'au contraire, les partis ont fait la démonstration de leur propre impuissance. Pardonnez-moi de le dire, mais le nouveau Front populaire sans le Parti socialiste est un pistolet à bouchon. À partir du moment où le Parti socialiste ne se joint pas à la censure, le NFP ne représente toute première force qu'il prétend être à la sortie des élections législatives, ne représente pas une mesure crédible. De la même manière, le Rassemblement national, sans le Parti socialiste, est un pistolet à eau. Et d'ailleurs, c'est même M. Tanguy qui l'a dit. Il a dit au lendemain de la non-censure, il a dit « Ah ben on aurait bien voté la Oui. censure, mais ça ne servait à rien si le Parti socialiste ne la votait pas, et comme il ne l'a pas votée, ben, on n'avait aucun intérêt à la voter, nous non plus. » On voit donc bien que la décision du RN dépend aussi de celle du Parti socialiste. Et ben, ce qu'on a constaté donc à cette occasion, c'est que tous ces partis-là, tous, sont en train de faire du communautarisme électoraliste, qui sont en train d'essayer de servir leurs propres intérêts stratégiques d'un point de vue électoral, et qu'il n'y en a pas un qui a une idée du sens commun, qui ne peut s'engager dans une démarche politique partagée et stratégique qui aurait permis à cette occasion de faire tomber le gouvernement et de redonner la parole aux citoyens et au peuple. Vous voyez, cette censure, ça a été rien d'autre qu'une menace fantôme, d'une certaine manière. Oui. C'est comme si elle n'avait jamais existé. 3 jours après, on n'en parle déjà plus. Et peut-être pire, même encore aujourd'hui, Clémence, vous voyez,
cette pseudo-censure, cette menace fantôme de la censure, a renforcé d'une certaine manière le gouvernement Bayrou, dont on nous dit aujourd'hui qu'il pourrait se projeter au-delà même de la date de péremption qui était celle prévue, quoi qu'il arrive, qui aurait été celle du moment où M. Macron pourra à nouveau dissoudre l'Assemblée nationale. Ben, cette question de la dissolution n'est plus à l'ordre du jour, ni dans les médias, ni dans les partis politiques, comme vous pouvez l'entendre. D'une certaine manière, cette pseudo-censure, cette fausse censure a servi le duo Bayrou-Macron. Ah bah, quelle chance. Alors sinon, donc là, vous êtes revenu sur le communautarisme clientéliste des partis, mais si on revenait un tout petit peu sur le psychodrame PS et les filles, je t'aime moi non plus. Bah oui, parce que finalement, dans cette post-censure, ce qui s'est joué, c'est le règlement de compte entre le Parti socialiste et LFI. Et finalement, c'est ce petit jeu habituel entre les uns et les autres. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Vous avez bien vu que LFI a tout de suite attaqué le Parti socialiste, de manière d'ailleurs assez légitime au regard des enjeux. Monsieur Mélenchon et LFI ont dit qu'ils prenaient acte de l'interruption du nouveau Front populaire. Monsieur Mélenchon a dit que le nouveau Front populaire était réduit d'un parti, mais ce qui se joue là, en réalité, je vous ai parlé la semaine dernière des élections partielles qui donnaient à voir le fait que LFI était en train de perdre le leadership au sein de la gauche qu'il avait acquis après 2017, qu'il avait remis sur le tapis en allant vers cette candidature unique et commune en 2022, ben, il perd ce leadership et il essaie de le reprendre, il essaie de resuperposer NFP et LFI. Et du côté du Parti socialiste, ben, on voit bien que tous ces gens-là sont dans une stratégie de revenir et de maintenir le cartel électoral possible, quoi qu'il arrive. C'est M. Faure lui-même qui l'a dit. Il a dit que, M. Faure, que le NFP continuera à exister, je le cite, tant qu'il y aura la volonté de battre l'extrême droite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça Ouais. veut dire que quoi qu'il se passe aujourd'hui au sein du nouveau Front populaire, quels que soient les désaccords qu'il peut y avoir, quels que soient les votes de la censure des uns et le refus de vote de la censure des autres, ces gens-là ont déjà prévu de se retrouver, quelles que soient les circonstances, au lendemain des prochaines élections. Autrement dit, on voit bien là que le NFP n'est rien d'autre qu'un cartel électoral. C'est comme ça qu'il avait dû être diagnostiqué au lendemain des élections législatives et même en amont des élections législatives de 2024, et que c'est donc quelque chose d'extrêmement artificiel. On prendra les mêmes et on recommence. Alors bien D'accord. sûr, Ouais. LFI a voulu mettre de la tension dans tout ça. C'est l'histoire de l'affiche ou des affiches qui mettent en regard d'un côté Madame Le Pen et Monsieur Faure, ou Madame Le Pen et Monsieur Hollande. Mais ce faisant, ils prennent quand même un grand risque et ils abaissent l'esprit démocratique, je trouve. Ils avaient utilisé cette stratégie au moment des législatives de 2024, en tirant un trait d'union entre Monsieur Macron et le Rassemblement national. Désormais, ils tirent un trait d'union entre le Parti socialiste et le Rassemblement national. Autrement dit, c'est de la fausse argumentation par assimilation de l'adversaire. Tous se valent, tous représentent la même chose. Tous ceux qui ne sont pas avec moi sont les mêmes adversaires qui sont égaux dans le rejet que l'on doit avoir d'eux. Et ce que je vous explique depuis un certain temps déjà, c'est-à-dire que c'est la scène politique elle-même qui essaie de polariser la société, se retrouve dans cet épisode des affiches. C'est la polarisation de la société vient du monde politique lui-même et elle est exportée vers la société, et c'est pas la société qui en son sein est polarisée, mais elle retranscrit ce qui est finalement le phénomène bloquant de la vie démocratique. Oui. Alors, et pour finir, peut-être un petit point sur l'agenda de la politique de la semaine. Oui, juste un mot sur l'agenda politique, c'est-à-dire sur le fait que vous venez d'en parler avec ce sommet de l'IA. On Ouais. voit bien à cette occasion qu'il y a une scène politique à deux vitesses. Au lendemain de la censure, on a vu tout de suite M. Retailleau, M. Darmanin, M. Bayrou se reprojeter vers l'élection présidentielle. M. Darmanin a mis la question du référendum sur le droit du sol dans le jeu. Il a été repris au bon par M. Retailleau, qui dit que le référendum sur cette question n'est pas constitutionnellement possible, mais qui en a profité pour vanter ses chiffres de l'immigration, en prenant soin de distinguer sur le bilan de 2024 la séquence où lui, M. Retailleau, aurait été brillant au gouvernement en tant que ministre de l'Intérieur, mais où M. Darmanin, son prédécesseur, mais son concurrent pour la présidentielle, aurait été médiocre. Là-dessus, M. Bayrou débarque et dit que la question n'est pas celle du droit du sol, mais celle de l'identité française, mais que malgré tout, on ne peut pas faire de référendum constitutionnellement.
Bref, tous ces gens-là sont en train de parler de quoi? Tous ces gens-là sont en train de parler de la non-action. C'est la discussion de la non-action qu'on a sous les yeux. C'est la saturation de l'espace par le verbe sur des choses qu'on ne peut pas régler aujourd'hui et qui ne peuvent pas être traitables à l'état où on en est d'un point de vue constitutionnel. Donc d'un côté, on a des gens qui sont en train de parler, et à côté de ça, on a les trois vampires de la présidentielle qui, eux, sont en train de parler des choses qui doivent nous projeter dans l'avenir. Sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Il y a eu une tribune sur le sujet de M. Mélenchon, à laquelle a répondu une tribune sur le sujet de Mme Le Pen. Il y a eu hier soir l'intervention du chef de l'État sur l'intelligence artificielle. Autrement dit, ces trois-là, ceux qui sont en train de sucer depuis 3 élections la sève démocratique du pays, M. Macron, Mme Le Pen, M. Mélenchon, ceux qui ont voulu en 2022 rejouer le match de 2017, ceux qui veulent en 2027 rejouer les matchs de 2022 et de 2017, eux se projettent, qu'on le veuille ou non, dans l'avenir. Et la différence, le hiatus est énorme entre eux et le reste de la scène politique. Et finalement, si ces gens-là sont en train de congeler la scène politique, peuvent rejouer ce match, c'est parce qu'il y a un problème d'offre politique et que le reste de la scène politique n'est pas à niveau. Voilà un petit peu le problème. D'un côté, ce que j'ai essayé de diagnostiquer avec le bilan de la censure où rien ne s'est passé et au contraire où ça conforte le système en place, la polarisation qui se met en place au sein de chaque camp et la course de petits chevaux pour la présidentielle qui finalement sert ceux qui sont en place. Eh ben, on n'est pas sorti d'affaire. Hein. Merci beaucoup François Coq. Je rappelle, ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, ancien secrétaire général du Parti de gauche, auteur notamment de ce livre La chimère de Macron contre la souveraineté populaire aux éditions Éric Jamet.